Bonjour et bienvenue dans la dernière séquence du module 4 consacrée à l'étude de Bourgeois gentilhomme de Molière. Aujourd'hui, après avoir étudié les scènes d'exposition et le nœud, on arrive aujourd'hui au rebondissement et au dénouement. Alors nous allons étudier le rebondissement. Qu'est-ce que le rebondissement? Ça vient du verbe rebondir qui signifie relancer l'histoire. En effet, après le nœud, on a l'impression que le refus de M. Jourdain est définitif. Et puis, ça va terminer l'histoire. Il n'y aura pas d'issue. Sauf que il y aura un personnage qui, à l'aide de son intelligence, va pouvoir relancer l'histoire et aboutir à un dénouement complètement différent. D'accord? Alors, ça, c'est le rebondissement. Dénouement, ça vient du verbe dénouer, et c'est le contraire de nouer et le nœud. Donc si le nœud ou bien le nouer, c'était créer un problème, dénouer, le dénouement, c'est donc la solution de ce problème. Donc le dénouement d'une comédie, c'est la solution, c'est la situation finale. Je vous propose une activité de lecture dans laquelle nous allons lire la scène 13 de l'acte 3 et les scènes 5 et 6 de l'acte 5. Donc la scène 5 et 6, ce sont les dernières scènes de la pièce. Nous allons repérer le rebondissement de la pièce et puis nous allons identifier les caractéristiques du dénouement comique. Commençons d'abord par situer les passages. On est d'accord que la scène 13 vient juste après la scène du nœud. Et dans cette scène, nous avons assisté à l'événement du nœud, c'est-à-dire le refus de M. Jourdain. M. Jourdain a refusé Cléante parce qu'il n'est pas noble. Il y aura donc plusieurs autres événements et on retiendra l'essentiel. L'essentiel donc c'est que Coviel, le valet de Cléante, va avoir l'idée de déguiser son maître et de se déguiser lui-même pour se présenter devant M. Jourdain sous une autre identité. M. Jourdain ne va pas les reconnaître. Et ils vont demander la main de Lucile, parce que Cléante va se présenter comme étant le fils du grand Turc. Il va demander la main de Lucile et par la suite faire de M. Jourdain un noble turc. Un noble qui va avoir un titre de noblesse, c'est un mamamouchi. Sauf que ce mamamouchi, ça n'existe pas, hein, c'est pas un titre de noblesse réel. Donc nous allons donc voir que Coviel va avoir l'idée de jouer un tour à M. Jourdain, de le tromper pour marier son maître. Alors, je vous laisse lire les questions de la compréhension globale et de la compréhension finalisée pour écouter les trois scènes. Alors maintenant, on va écouter la scène 13 et les deux scènes 5 et 6. Vous avez fait de belles affaires avec vos beaux sentiments. Je vous dis, j'ai un scrupule là-dessus que l'exemple ne saurait vaincre. Vous moquez-vous de le prendre sérieusement avec un homme comme cela? Voyez-vous pas qu'il est fou? Oh, Et vous coûtait-il quelque chose de vous accommoder à ces chimères? tu as raison. Mais je ne pensais pas qu'il fallût faire ces preuves de noblesse pour être gendre de M. Jourdain. De quoi ris-tu? D'une pensée qui me vient pour jouer notre homme et vous faire obtenir ce que vous souhaitez. Comment? L'idée est tout à fait plaisante. Dis donc. Il s'est fait depuis peu une certaine mascarade qui vient le mieux du monde ici et que je prétends faire entrer dans une bourde que je veux faire à notre ridicule. Tout cela sent un peu sa comédie, mais avec lui on peut hasarder toute chose. Il est homme à jouer son rôle à merveille et donner aisément dans toutes les fariboles qu'on s'avisera de lui dire. J'ai les acteurs, j'ai les habits tout prêts.
Laissez-moi faire seulement. Mais apprends-moi ce que... Je vais vous assurer de tout. Mais retirons-nous, le voilà qui revient. Et cela est admirable. Oh, venez, ma fille. Venez, approchez-vous. Donnez la main à monsieur qui vous fait l'honneur de vous demander en mariage. Comment, mon père, comme vous voilà fait, c'est une comédie que vous jouez? Non, 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 ce n'est pas une comédie. C'est une affaire fort sérieuse et la plus pleine d'honneur pour vous qui se peut souhaiter. Voilà le mari que je vous donne. À moi, mon père? Oui, à vous. Allons, touchez-lui dans la main et rendez grâce au ciel de votre bonheur. Je ne veux pas me marier. Et je le veux, moi qui suis votre père. Je n'en ferai rien. Oh, que de bruit, allons ça, votre main. Non, mon père, je vous l'ai dit, il n'est point de pouvoir qui puisse obliger à prendre un autre mari que Cléonte. Et je me résoudrai plutôt à toutes ces extrémités que... Derrière le dos de M. Jourdain, Cléonte décolle sa fausse barbe et Lucille le reconnaît. Il est vrai que vous êtes mon père. Je vous dois entière obéissance et c'est à vous à disposer de moi selon vos volontés. Oh, je suis ravi de vous voir si promptement revenu dans votre devoir. Et il me plaît d'avoir une fille obéissante. Comment donc? Qu'est-ce que c'est que ceci? On dit que vous voulez donner votre fille en mariage à un carême chrono? Taisez-vous, impertinente. Vous venez toujours mêler vos extravagances à toute chose. Et il n'y a pas moyen de vous apprendre à être raisonnable. C'est vous qu'il n'y a pas moyen de rendre sage et vous allez de folie en folie. Quel est votre dessein? Et que voulez-vous faire avec cet assemblage? Je veux marier notre fille avec le fils du grand Turc. Avec le fils du grand Turc? Oui, faites-lui faire vos compliments par le truchement que voilà. Oh, je vais faire du truchement et je lui dirai bien moi-même à son nez qu'il n'aura pas ma fille. Voulez-vous bien vous taire encore une fois? Comment, madame, vous vous opposez à un bonheur comme celui-là et vous refusez son Altesse turque pour gendre? Mon Dieu, monsieur, mêlez-vous de vos affaires. C'est une grande gloire qui n'est pas à rejeter. Madame, je vous prie aussi de vous point embarrasser de ce qui vous touche Mais pas. c'est l'amitié que nous avons pour vous qui nous fait nous intéresser dans vos avantages. Je me passerai bien de votre amitié. Voilà, mademoiselle, votre fille, qui consent aux volontés de son père. Qui consent à épouser un Turc. Sans doute. Elle peut oublier Cléonte. Mais que ne ferait-on pas pour être grande dame? L'étranglerait de mes mains si elle avait fait un coup comme celui-là. Voilà bien du caquet. Je vous dis que ce mariage-là se fera. Et moi, je vous dis qu'il ne se fera pas. Ah, que de bruit. Ma mère. Allez, vous êtes une coquine. Quoi? Vous la querellez de ce qu'elle m'obéit? Oui, elle est à moi, aussi bien qu'à vous. Madame. Que voulez-vous compter? Un mot. Je n'ai que faire de votre mot. Monsieur, si elle veut écouter une parole en particulier, je vous promets de la faire consentir à ce que vous voulez. Non, je n'y consentirai point. Écoutez-moi seulement. Non. Mais écoutez-le. Non, je ne veux pas l'écouter. Il vous dira. Non, je ne veux pas qu'il me dise rien. Voilà une bien grande obstination de femme. Cela vous fera-t-il mal de l'entendre? Ne faites que m'écouter, vous ferez après ce qu'il vous plaira. Eh bien, quoi? Il y a 1 heure, madame, que nous vous faisons signe. Ne voyez-vous pas bien que tout ceci n'est fait que pour nous ajuster aux visions de votre mari? Que nous l'abusons sous ce déguisement? Que c'est Cléonte lui-même qui est le fils du grand Turc? Et ma combien du truchement? Comme cela, je me rends. Ne faites pas semblant de rien. Voilà qui est fait. Je consens au mariage. Ah! Voilà tout le monde raisonnable. Vous ne vouliez pas l'écouter, hein? Je vous disais bien, moi, qu'il vous expliquerait ce que c'est que le fils du grand Turc. Oui. Il me l'a expliqué comme il faut. Et j'en suis fort satisfait. Ah. Envoyons quérir un notaire. Voilà qui est bien. Il y a enfin, madame Jourdain, que vous ayez l'esprit tout à fait tranquille et que vous perdiez aujourd'hui toute la jalousie que vous auriez pu concevoir de monsieur et votre mari. Oh. C'est que nous nous servirons du même notaire pour nous marier, madame et moi. Pour cela, j'y consens aussi. Non, non, c'est pour lui faire accroire. Il faut bien l'amuser par cette fête. Qu'on aille vite quérir le notaire. En attendant qu'il vienne et qu'il dresse les contrats, voyons notre balai et offrons-en le divertissement à son Altesse turque. C'est fort bien avisé. Allons prendre nos places. Et Nicole? Je la donne au truchement. Et ma femme, à qui la voudra. Monsieur, je vous remercie. Sinon, l'on peut voir un plus fou, je l'irai dire à Rome. Bien, après avoir écouté ces scènes, on va revenir aux questions. Alors, dans la scène 13, qui sont les personnages présents sur scène? Vous avez entendu 2 voix, c'est celle de Coviel et de Cléonte. Où se trouvent-ils? Ils sont toujours dans la maison de M. Jourdain.
Et que se passe-t-il? Ici, nous avons Coviel qui reproche à son maître, voilà, pourquoi il a donné, oui, il a dit à M. Jourdain qu'il n'est pas noble et qu'il ne veut pas s'ennoblir. Pour les scènes 5 et 6, alors, les personnages présents sur scène. Nous avons dans la scène 5, tous les personnages sont présents, sauf Madame Jourdain. Et maintenant, dans la scène 6, tous les personnages seront présents sur scène. Alors, pour que ces personnages soient bien clairs dans vos esprits, nous allons les catégoriser en couples. Nous avons Monsieur et Madame Jourdain, Cléante et Lucille, Doronte et Dorimène, et enfin, Coviel et Nicole. Donc, 4 couples, c'est-à-dire 8 personnages. Que se passe-t-il? On assiste ici à ce que, d'abord, dans la scène 5, Lucille finit par accepter le mariage, ou bien se marie. Dans la scène 6, Madame Jourdain aussi finit par accepter. Et puis, comme on s'achève la pièce, donc ça s'achève par la fête de mariage. Donc c'est une fin heureuse. Alors, scène 13, maintenant pour plus de détails. Quelle est la tonalité qui se dégage de la réplique de Coviel? Vous avez fait de belles affaires avec vos ressentiments. Alors, première réplique. Lorsque Coviel dit à son maître, vous avez fait de belles affaires avec vos beaux sentiments. On se pose la question, est-ce que Cléante a fait une belle affaire avec M. Jourdain? Évidemment non, parce qu'il a été refusé. Donc, il n'a pas fait une belle affaire. Ensuite, selon Coviel, est-ce que les idées que Cléante, son maître, a exprimées devant M. Jourdain, est-ce que c'était de belles idées, des beaux sentiments? Pour Coviel, non, ce n'était pas de beaux sentiments et de belles idées. En fait, cette phrase, vous avez fait de belles affaires avec vos beaux sentiments, exprime le contraire de ce que pense Coviel. Donc, nous avons ici une figure de style. C'est ce qu'on appelle l'antiphrase. Dire le contraire de ce qu'on pense. Et quel était l'objectif de Coviel lorsqu'il disait cette phrase? Il voulait se moquer de son maître. Il fait de l'ironie. Donc la tonalité qui se dégage de cette phrase, c'est l'ironie ou bien la satire. Rappelez-vous, on a étudié la tonalité fantastique, ou bien on l'appelle aussi le registre littéraire. Le registre littéraire fantastique, le registre épique, le registre tragique, le registre lyrique, le registre comique, et ainsi de suite. Ici, on a un registre satirique, parce que le personnage se moque de son interlocuteur, en disant le contraire de ce qu'il pense. Prenons l'exemple, par exemple, dans un match de foot, lors d'un penalty décisif, et le joueur rate son coup. Ses amis, pour se moquer de lui, ils vont lui dire bravo. Donc c'est la même chose ici. Nous avons Coviel qui dit vous avez fait de belles affaires, mais en fait non, il n'a pas fait une belle affaire. Bien. Alors que reproche Coviel à Cléante? Nous avons dit tout à l'heure que Coviel est en train de reprocher à son maître. Et d'abord, avant de répondre à cette question, il faut bien comprendre que Coviel-Cléante, le rapport entre eux, la relation entre Coviel et Cléante. Cléante, c'est un bourgeois très riche. Cléante, c'est un bourgeois très riche. Coviel, lui, c'est son valet, son serviteur. Donc, nous avons entre les deux un rapport de supérieur et d'inférieur. D'accord? Voilà, ça c'est une idée qu'il faut retenir. Que reproche Coviel à Cléante? Il lui reproche le fait de dire clairement à M. Jourdain qu'il n'est pas noble et qu'il est contre l'anoblissement. Alors, Cléante ne savait pas. Cléante ne savait pas qu'il fallait, ou ne savait pas que M. Jourdain était obsédé par la noblesse. Donc, il ne savait pas qu'il fallait mentir. Alors, selon Coviel, que fallait-il faire pour épouser Lucille?
il fallait mentir à Monsieur Jourdain, selon Coviel. C'est pourquoi il dit qu'il fallait s'accommoder à ses chimères. S'accommoder, ça veut dire s'accorder, hein, faire ce qu'il veut, par exemple, ou bien lui dire ce qu'il veut entendre. C'est s'accommoder. À ces chimères, les chimères, ça veut dire quelque chose, une illusion. Hein. C'est une illusion, c'est quelque chose qui est difficile à réaliser. Un projet, par exemple, difficile à réaliser, on l'appelle une chimère. Donc, une illusion, c'est des rêves impossibles à réaliser. Donc, il fallait s'accommoder à ces chimères, ça veut dire il fallait mentir à M. Jourdain et dire que la noblesse, c'est bien, je suis noble, ou bien je vais devenir noble, et ainsi de suite. Alors, pour quelle raison Coviel se mit à rire? Coviel, dans cette scène, commence à rire et Cléante demande pourquoi. Il n'a pas expliqué directement ou bien clairement son projet. Il a dit juste qu'il a une pensée et qu'il a besoin d'acteurs et d'habits et de costumes. Donc, on va comprendre ici qu'il va créer du suspense. Hein. Il va créer du suspense. On va se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de préparer? Peut-être que c'est une comédie ou bien un théâtre dans le théâtre. Parce qu'il a parlé d'acteurs. Il a besoin d'acteurs. Il va jouer une pièce de théâtre dans la pièce de théâtre du bourgeois gentilhomme. Donc voilà l'idée. Mais il n'a pas été très clair dans la scène. Qui est le personnage qui a plus d'importance dans cette scène? C'est Coviel. Coviel, le valet. Ici, on le voit en train de reprocher à son maître sa décision, ou bien ses idées, en train de donner à son maître des conseils, et en train de réfléchir à la place de son maître pour trouver une solution à ce problème. Donc ici, nous avons une scène qui donne vraiment de la valeur au valet. Et ce n'est pas nouveau chez Molière, puisque dans d'autres pièces de théâtre, on assiste à cette image du valet qui est toujours à côté de son maître et qui trouve des solutions pour son maître. Et il est plus intelligent que son maître, en fait. Je rappelle ici les fourberies de Scapin. Là aussi, on a le personnage qui est proche de Coviel. Donc cette image de Coviel, du valet intelligent, rusé, qui revient très souvent dans les pièces de théâtre de Molière. On passe à la scène 5, l'avant-dernière. Alors dans la scène 5, on assiste au début à l'entrée l'arrivée de Lucile. Et dès son arrivée, son père lui annonce le mariage, ça veut dire qu'il lui présente son mari. Donc, on a ici l'idée que M. Jourdain a déjà choisi un mari pour sa fille. Donc, cette fille, on ne lui donne même pas le choix. Donc, on parle ici d'un mariage arrangé. Et si elle refuse et on l'oblige, ça va être un mariage forcé. Alors, pour quelle raison Lucile dit « Comment mon père vous voilà fait ?» Alors, retenez bien que avant cette scène, M. Jourdain a rencontré Cléante, qui est le fils du grand Turc, hein, entre guillemets, c'est juste un jeu, et que le fils du grand Turc a fait de M. Jourdain un noble turc, un noble qui porte le nom de Mamamouchi, ou bien le titre de Mamamouchi. Donc, M. Jourdain est maintenant habillé comme un Turc. Et Lucie, lorsqu'elle entre sur scène, première chose qu'elle voit, c'est ce costume bizarre que porte son père. Ce n'est pas habituel. C'est pourquoi il dit « Comment vous voilà fait ?» Ça veut dire « Comment vous êtes habillé ?» Est-ce une comédie que vous jouez? Donc elle a cru que son père est en train de jouer une comédie avec ce costume. Mais en fait, c'est oui. Il est en train de jouer une comédie, mais il ne sait pas qu'il est acteur. Oh. Imaginez, donc c'est Coviel qui a tout créé. Et M. Jourdain, maintenant, est en train de jouer un rôle, et lui, il ne le sait pas. Alors, dans quelle situation on peut déclarer « toucher lui dans la main » Alors, toucher dans la main de quelqu'un, cette expression a été utilisée 2 fois dans cette pièce.
Rappelez-vous le nœud, lorsque Cléante a défendu son point de vue et a fini par dire que je ne suis pas noble. Monsieur Jourdain lui dit, touchez dans la main, ma fille n'est pas à vous. Cette expression est utilisée plus souvent par les commerçants. Et n'oubliez pas que M. Jourdain est un bourgeois, donc il a sûrement une activité commerciale. Madame Jourdain a déjà dit que nos pères étaient marchands de draps. Donc peut-être que lui aussi est un marchand de draps. Donc un commercial. Et un commercial, lorsqu'il conclut une affaire, entre lui et le client, à la fin, il se touche la main. C'est comme s'il se salue, comme signe d'accord. On est tous les deux satisfaits. Toi, tu es satisfait de la marchandise, moi, je suis satisfait du prix. C'est bon, on se touche la main. Donc ici, nous avons l'idée que M. Jourdain traite le mariage comme il traite une affaire commerciale. Donc le mariage de sa fille, c'est comme un commerce. Donc dans la dernière réplique, Lucille, voilà. Alors regardez bien la dernière réplique que j'ai mis à côté, c'est la réplique de Lucille. Cette réplique, on peut la diviser en deux parties. Dans la première, elle refuse le mariage, et dans la deuxième, elle accepte le mariage. Elle l'accepte d'une manière très subtile, très intelligente. Et entre les deux parties, il y a une didascalie. Il y a une didascalie, reconnaissant Cléante. Donc, imaginez Lucille maintenant en train de parler. Elle dit non, je ne vais pas me marier avec cet homme. Et puis elle regarde le fils du grand Turc et elle remarque que ce n'est que Cléante lui-même qui est déguisé. Et tout de suite, elle va comprendre la situation. D'accord? Peut-être dans le jeu théâtral, Cléante lui fait un signe et tout. De toute façon, donc, elle reconnaît Cléante et elle a compris le jeu qu'on est en train de jouer à son père. Et tout de suite après, elle va accepter d'une manière très subtile. Il est vrai que vous êtes mon père, je vous dois entière obéissance, etc. Donc, elle veut dire que, voilà, moi je suis obéissante, je suis une fille obéissante, tu fais ce que tu veux, mon père, et moi, je vais accepter. Donc, ce retournement de situation, quand même, il est trop rapide. Le public, dans ce cas, rit, bien sûr. Alors, est-ce que le public va rire des paroles prononcées par Lucille, ou bien va rire des gestes de Lucille, ou bien va rire du caractère, ou bien va rire de la situation. Tu vois? Donc, ici, ce qui fait rire, c'est plutôt la situation. Ce renversement, ce changement de point de vue subite et très rapide, c'est ce qui fait rire le public. Donc c'est un rire ou bien un comique de situation. Donc Lucille, qui refusait, finit rapidement par accepter en reconnaissant Cléante. Lorsqu'elle l'a vue, elle l'a reconnue derrière son déguisement. Ce qui est comique aussi, c'est que M. Jourdain n'a rien compris, il n'a rien soupçonné, il ne doute de rien. Voilà. Alors, quelle était donc l'idée? Voilà, alors l'idée de Coviel, on a dit que c'est de déguiser son maître pour le présenter devant M. Jourdain comme étant le fils du grand Turc. Dernière scène de la pièce, Madame Jourdain qui entre et puis qui va parler et on va comprendre qu'elle n'est pas d'accord avec ce mariage parce qu'il a utilisé un mot pour qualifier le mariage. Elle a dit assemblage. On n'a pas dit mariage, mais elle dit assemblage. Donc le mot assemblage ici est un mot péjoratif pour dire que Madame Jourdain n'est pas d'accord avec ce mariage. Quelle réplique permet de diviser? Alors, il y a la même démarche. La scène 5, scène 6, c'est la même structure. Il y a d'abord le refus et après le consentement. Sauf que pour Madame Jourdain, le consentement se fait est articulé à partir sur une réplique. C'est la réplique de Coviel. Donc nous avons à côté la réplique de Coviel. Ce qui est avant, c'est le refus. Et ce qui se trouve après, c'est le consentement. Et imaginez, Coviel ici
vous avez Coviel et à côté vous avez Appart. C'est une didascalie. Imaginez dans le jeu théâtral, Coviel qui tient la main de Madame Jourdain et qui l'éloigne un petit peu de Monsieur Jourdain pour lui parler. Donc, cette réplique, c'est ce qu'on appelle un aparté. Ça veut dire une réplique dite à part. Seule Madame Jourdain est censée l'entendre et les autres, non. Donc, à partir de ce moment, on va assister à ce que tout le monde connaît la situation. Tout le monde sait très bien qu'on est juste en train de jouer un tour à Monsieur Jourdain. Mais seul M. Jourdain ne comprend rien. Donc on peut dire que c'est quelqu'un qui est dupe. Alors Doronte a profité de la situation pour en tirer un profit. Lequel? Doronte est là, Dorimène aussi. Il faut vous rappeler que le rapport entre M. Jourdain et Doronte et M. Jourdain et Dorimène. M. Jourdain et Doronte. M. Jourdain est l'ami de Doronte. Doronte est un noble, mais un noble appauvri. Il n'a que le titre, il n'a plus d'argent. Alors, ce noble veut retrouver la richesse de sa situation avant, mais comment il va faire? Il doit épouser une noble. Il y a Dorimène, une marquise veuve. Mais le problème, c'est qu'il doit lui présenter des cadeaux. Hein, il doit aussi, par exemple, aller avec elle dans des réceptions de luxe, lui présenter aussi des sérénades. Mais il n'a pas l'argent pour ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit à M. Jourdain de s'approcher d'une noble et d'avoir une relation amoureuse avec une noble. Cette méthode, ou bien cette relation, va lui permettre de s'approcher de la noblesse, et peut-être un jour, il sera noble. M. Jourdain est content de cela. Donc, il va préparer une sérénade à la marquise Dorimène, et il va lui révéler son amour. Mais avant cela, il faut lui présenter des cadeaux. Alors, M. Jourdain donne, Doronte va jouer le rôle de l'intermédiaire entre M. Jourdain et Dorimène. M. Jourdain lui donne un cadeau, hein, on a parlé ici dans cette pièce d'une bague, et Doronte va se charger de prendre cette bague et de la donner à Madame, ou bien à la marquise Dorimène, pour lui dire, voilà, ça c'est un cadeau, une preuve d'amour de la part de M. Jourdain. C'est ce que M. Jourdain pense. Mais en fait, non. Doronte prend le cadeau et va rencontrer Dorimène pour lui offrir le cadeau comme si c'était le sien. Et lui dire, voilà, ça c'est une preuve d'amour, etc. Donc, Doronte est en train de tromper M. Jourdain et il profite de son argent. On arrive à cette scène. Bien sûr, Madame Jourdain connaît très bien que son mari est amoureux de Dorimène. Dans cette scène, Doronte annonce qu'il veut se marier avec Dorimène. Et que le même notaire qui va conclure le mariage entre Cléante et Lucile va aussi conclure le mariage, le mariage entre Doronte et Dorimène. Dans ce cas, Madame Jourdain accepte, bien sûr. Mais M. Jourdain, regarde bien, est-ce qu'il va être content de ce mariage? Bien sûr que non, parce que lui, il est amoureux de Dorimène. Regarde bien ce qu'il dit. C'est pour lui faire accroire. C'est une phrase dite à Doronte. Et lui, ici, représente Madame Jourdain. Ça veut dire que, est-ce que tu joues ce jeu de mariage avec Dorimène juste pour tromper ma femme et de faire semblant que tu vas te marier avec elle, donc elle ne va plus douter de mon amour envers cette femme? Donc c'est ce que dit M. Jourdain. Doronte qui répète, ou bien qui répond, oui, bien sûr, il faut juste l'amuser, ça veut dire la distraire avec cette comédie, si vous voulez. Donc, maintenant, M. Jourdain pense que le mariage entre Doronte et Dorimène n'est pas vraiment un mariage. C'est juste pour tromper Madame Jourdain. Alors que c'est le contraire, ça va être un vrai mariage.
Et donc, Dorante va profiter de M. Jourdain, parce que celui qui va payer le notaire, c'est M. Jourdain. Lui, il ne va rien payer. Alors voilà comment Dorante profite jusqu'au dernier moment de l'argent de M. Jourdain et aussi de la naïveté de M. Jourdain. Alors à la fin de la pièce, est-ce que tout le monde est satisfait? Oui. Alors on va répondre aux deux questions en même temps. Tout le monde est satisfait. Cléante va épouser Lucile, Dorante va épouser Dorimène, même Coviel va pouvoir épouser Nicole, la servante de M. Jourdain, et M. Jourdain maintenant est Mamamouchi, d'accord? Il est satisfait, et il a marié sa fille à un fils de Turc, un fils du grand Turc, ça veut dire un noble, donc tout le monde est satisfait, sauf que, est-ce que le bonheur de ces gens-là est durable? Alors on peut répondre. Le bonheur de Madame Jourdain, est-ce qu'il a été réalisé? Est-ce qu'il est durable? Oui, elle a marié sa fille. Le bonheur de Dorante et d'Orimène, oui, ils se sont mariés. Et un vrai mariage, pas un jeu, c'est un vrai mariage. Le bonheur de Lucile et de Cléante, oui, ils se sont mariés enfin. Le bonheur de Nicole et de Coviel, oui, ils se sont mariés aussi. Le bonheur de M. Jourdain, est-ce qu'il est durable? Non. On va imaginer qu'un jour ou l'autre, il va se rendre compte que ce n'était qu'une supercherie, ce n'était qu'une comédie qui a été jouée, voilà, pour marier les deux amoureux et marier tout le monde, alors que lui, ce titre de Mamamouchi n'existe pas, et ce fils du grand Turc n'est autre que Cléante, et le mariage entre Dorante et Dorimène, qui était censé être une comédie, maintenant c'est avéré que c'était un vrai mariage. Donc le bonheur de M. Jourdain n'est pas durable. Bien, alors on arrive maintenant aux axes. Premier axe, vous pouvez faire une pause pour lire. Bien, on arrive à la synthèse. Donc, on a compris que le dénouement comique est toujours heureux dans une comédie. Hein. Le dénouement est toujours heureux dans une comédie. Retenez aussi le fait que dans la dernière scène, tout le monde est présent sur scène. Voilà. Alors, parfois, lorsque le problème continue, persiste, il n'y a pas de solution, on peut avoir un événement inattendu, qui va tout résoudre. Et je rappelle ici un événement survenu dans la pièce de théâtre, toujours de Molière, Le médecin malgré lui. Le jeune homme qui voulait épouser une jeune fille, son père refuse parce qu'il n'est pas riche, et puis à la fin, ce jeune homme reçoit une lettre. Donc cette lettre va tout résoudre. Cette lettre, selon laquelle son oncle est mort et il va lui léguer toute sa fortune. Donc c'est un événement inattendu qui va tout résoudre. Dans le théâtre classique, non, pas le théâtre classique, mais le théâtre antique, le théâtre chez les Grecs. Les Grecs qui jouaient toujours la mythologie dans des pièces de théâtre, et non pas des comédies d'êtres humains, non, de la tragédie issue de la mythologie. Ils avaient une technique, c'est que lorsqu'il y a le problème qui continue et il n'y a pas d'issue, on a une machine qui descend et dans laquelle on trouve Zeus, le dieu de la mythologie grecque, qui arrive à la fin et va tout résoudre. C'est ce qu'on appelle le Deus ex machina. C'est un événement inattendu qui survient à la fin de la pièce pour résoudre tous les problèmes d'une manière surprenante. Voilà. Mais aujourd'hui, cette technique, Deus ex machina, il reste que le nom. Mais il n'y a pas le Zeus qui descend avec une main. Non, ça va être un événement comme la lettre, comme je viens de le dire. Bien. Alors, j'espère que cette vidéo vous a bien
éclairci les choses concernant le rebondissement et le dénouement. On se trouvera plus tard dans une leçon sur le schéma actantiel. Alors merci et au revoir.